Dimanche 22 septembre 2024. Merci d'être avec nous. C'est parti pour la première édition de la mi-journée. Donc voici les grandes lignes. À la une de l'actualité, élection législative du 17 novembre prochain. Dans le champ politique, des alliances se font pendant que d'autres se défendent. Le parti PASTEF a décidé de faire cavalier seul pour ses joutes électorales dans le but d'obtenir sa propre majorité à l'Assemblée nationale. De l'autre côté, dans l'opposition, Amadou Ba se fait de nouveaux alliés. Le Parti socialiste a décidé de soutenir l'ancien Premier ministre. Lat Diop, placé en position de garde à vue à l'issue de son audition hier à la division des investigations criminelles, l'ancien directeur général de la LONASE est poursuivi pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Il sera présenté au procureur du pôle financier judiciaire demain lundi 23 septembre 2024. Et sur l'international drame en Iran, 30 personnes ont été tuées et plus de 20 autres portées disparues ce dimanche après l'explosion d'une mine de charbon dans l'est du pays. Une explosion provoquée par une fuite de méthane. Tel est le sommaire de cette édition. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Après son audition ce samedi à la division des investigations criminelles, Lat Diop a été placé en garde à vue. Selon son avocat, il est accusé de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. L'ancien directeur général de la LONASE sera présenté ce lundi 23 septembre au procureur du pôle financier judiciaire installé il y a quelques jours par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Plus de détails avec Pape Bandagaye. Pas disponible, nous y reviendrons peut-être avant la fin de cette édition. Comme je le disais tantôt, l'ancien directeur de la Loterie nationale du Sénégal est en position de garde à vue à la division des investigations criminelles. Cela fait suite à une dénonciation de l'ancien administrateur de 1xBet Sénégal, Mohamed Dian, faisant état d'une remise de plus de 7 milliards de francs CFA et de l'acquisition d'un immeuble en France d'après Sénéweb qui cite des sources autorisées. Les questions ont tourné autour d'une somme de 7 milliards de francs CFA que Moussé Dian soutient avoir remis à Lat Diop lorsqu'il était DG à la LONASE. Lat Diop a contesté ces accusations lors de l'interrogatoire à la DIC. Le mis en cause reconnaît toutefois avoir reçu la somme de 5 millions de francs CFA de la part de 1xBet pour le compte de Guédiawaye Football Club. L'audition de Lat Diop à la division des investigations criminelles hier a duré plusieurs heures. À son arrivée vers 9 h, ses militants étaient déjà sur place pour le soutenir. Il qualifie d'abus de pouvoir la convocation de l'ancien ministre des Sports. Pour l'audition de l'ancien ministre des Sports, les forces de l'ordre avaient pris les devants. Un important dispositif sécuritaire. Impossible de s'approcher des locaux de la division des investigations criminelles, même pour les militants de l'ex-directeur de la LONASE. Arrivé à 9 h 58 pour déférer à la convocation, Lat Diop n'a pu que saluer ses militants. Ses sympathisants, la main levée, comme pour les rassurer. Dégagés à plusieurs reprises des lieux, les boucliers de Lat Diop s'impatientent. Après plus de 5 tours d'horloge, sont nouvelles et parlent de chasse à l'homme. Lat Diop n'a jamais été épinglé par un quelconque rapport. L'acharnement qui se passe dans ce pays est vraiment énorme. Et des liquidations politiques de jour en jour, et ça doit cesser. Le représentant de la nouvelle responsabilité embauche la même trompette. Arrêté avant d'être libéré,
Oumar Sow parle de subterfuge de la part de Sonko et Diomaye pour limiter les chances de l'opposition aux prochaines élections législatives. Ils ne savent pas par quel bout s'y prendre pour développer le pays, raison pour laquelle ils veulent magouiller pour les élections à venir en emprisonnant des personnes à tort. Que le duo Sonko-Diomaye sache qu'ils ne vont point installer la peur chez les gros calibres de l'opposition avec le pool judiciaire financier. C'est le message lancé par les sympathisants du natif de Guédiawaye, cité dans une affaire de gestion nébuleuse de fonds publics. Je l'annonçais tantôt en début d'édition, après son audition ce samedi à la division des investigations criminelles, Lat Diop a été placé en garde à vue. Selon son avocat, il est accusé de détournement des deniers publics et blanchiment de capitaux. L'ancien directeur général de la LONASE sera présenté ce lundi 23 septembre 2024 au procureur du pôle financier judiciaire installé il y a quelques jours par le ministre de la Justice. Devant les locaux de la division des investigations criminelles, des proches de Lat Diop en transe. Une réaction à la nouvelle du placement en garde à vue de l'ancien directeur général de la LONASE. Je pense que une garde à vue tout aussi incompréhensible aux yeux de son avocat, Maître El Hadji Diouf, qui l'a assisté tout au long de l'audition. C'est ridicule! C'est ridicule! Nous, on s'attendait à la libération immédiate et sans condition de Lat Diop. Même les enquêteurs étaient surpris quand on leur a dit de le garder à vue. Ce sont deux chefs d'accusation qui pèsent sur Lat Diop, détournement de deniers publics et blanchiment d'argent. S'il a détourné, il a détourné l'argent de qui? Et combien? Ça, on ne l'a pas dit. Et malgré tout, il va croupir là-bas à la police, il va passer la nuit. Il est gardé à vue. On nous a dit que Lat Diop avait un immeuble à Grenoble en France. Et qu'il avait d'autres immeubles aussi à Paris, ailleurs. Il a répondu en disant que moi, comment montre ces immeubles? Parce que je n'ai pas un seul immeuble dans le monde, mais Grenoble, je ne connais pas. La robe noire n'entend donc pas se laisser faire. Un plan d'action est alors brandi. La bataille va immédiatement démarrer et nous ferons face, parce que nous avons suffisamment d'arguments pour démonter pièce par pièce ce qu'on pourrait appeler des infractions inexistantes. Mais en attendant, l'ancien ministre des Sports reste entre les mains des éléments de la division des investigations criminelles. Il sera présenté au procureur du pôle financier judiciaire ce lundi. Et puis, politique dans ce journal, le parti PASTEF va se présenter aux prochaines élections législatives du 17 novembre prochain. Seule cette décision a été confirmée ce samedi lors d'une rencontre des dirigeants du parti présidé par le président du PASTEF, Ousmane Sonko. PASTEF se sépare ainsi de ses alliés, autrement dit des formations politiques qui avaient soutenu la coalition Diomaye Président lors de la présidentielle de mars 2024. Les patriotes veulent avoir leur propre député à l'Assemblée nationale. L'objectif visé est d'obtenir la majorité absolue. Des alliances se forment en perspective des élections législatives. Sur cette lancée, la JPADS a décidé de rallier la mouvance présidentielle. Mamadou Diop Decroix souhaite une majorité absolue et sécurisée au camp de Diomaye et Sonko. Ce n'est pas une question de nous les soutenons, non. Le combat qu'ils disent mener est aussi notre combat. Et c'est ce combat que nous sommes en train de mener avec ces autorités-là. Les élections législatives s'inscrivent dans ce cadre-là. Donc nous souhaitons que la liste qui sera présentée ait une majorité, j'ai dit, large et sécurisée. Aussi longtemps qu'elles garderont ce cap, nous serons avec eux. Ce n'est pas une question d'avoir un député, 1000 députés, 10 députés, 5 députés. On n'est pas dans ces logiques de partage. On n'a jamais été dans ces logiques.
Voilà, c'est le mercato des alliances dans le champ politique. À quelques semaines des élections législatives, le Parti socialiste, dirigé par Aminata Mbengue Ndiaye, a annoncé son alliance avec la nouvelle responsabilité, la formation politique de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, candidat malheureux à la dernière présidentielle. Le PS a exprimé sa volonté de créer une nouvelle coalition sans exclusivité avec les forces de l'opposition. Lors d'une rencontre organisée ce samedi à la maison du parti, Aminata Mbengue Ndiaye a souligné l'importance d'une collaboration pour les élections à venir. Aminata Mbengue Ndiaye et compagnie entendent poursuivre cette démarche d'ouverture en direction d'autres forces de progrès avec lesquelles ils partagent les mêmes valeurs. Politique toujours, le mouvement citoyen Bokk Gis Gis a réuni ses militants pour exprimer sa volonté de participer aux prochaines élections législatives. Selon le leader Daoud Thiam, le temps de l'action a sonné et l'humain sera au centre de leurs préoccupations. Les jeunes du mouvement citoyen Bokk Gis Gis ont clairement exprimé leur volonté de participer aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. Cette troisième alternance, le défi auquel sont confrontés les Sénégalais et qu'ils doivent, par des voies qu'autorise la loi, relever, est celui de la mobilisation et de l'engagement citoyen, mais aussi l'installation d'institutions fortes par le biais d'une démocratie citoyenne. Précisant tout de même qu'ils ne sont pas encore dans la logique de s'engager immédiatement dans une coalition spécifique, mais il s'agira de mettre en place des stratégies. Il s'agit de mettre en place des stratégies capables de faire la promotion économique et sociale du citoyen, puisque la somme des satisfactions individuelles traduit nécessairement une émergence collective. Cependant, l'épanouissement de l'individu reste l'un des défis majeurs. Il s'agit là des véritables raisons qui nous ont motivés à faire un don de soi pour l'émergence et le développement économique et social du Sénégal, cette nation qui a beaucoup investi pour que nous soyons aujourd'hui de hauts cadres de l'administration et des citoyens modèles. Entre autres objectifs, l'engagement et la responsabilité pour participer à l'instauration d'un processus sincère d'apaisement, de réconciliation nationale et de consolidation des renforcements de la cohésion sociale et de la concorde nationale. Nous restons toujours sur le registre politique en perspective des élections législatives du 17 novembre 2024. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a convoqué ce samedi une réunion sur le processus électoral avec les différentes entités concernées. Mais les discussions ont été entamées sur fond de tension. Un désaccord entre le ministre et les membres de l'Alliance pour la transparence des élections législatives, l'ATEL, qui a finalement décidé de quitter la salle, dénonce les décisions unilatérales prises par le pouvoir. juróom-ñeent waxtu ci suba la jëwriñ gi ñu dénk wàllum biir réew wóolu woon waaye politique yi ak waa société civile waaye ñenn ci waaye politique yi gannaaw bu ñu toogee fanweeri simili seen gisuñu jëwriñ gi seen xel tàmbalee tey. Convoqué à 9h pour des concertations sur le processus électoral, après plus d'une demi-heure d'attente, une partie de l'opposition s'impatiente déjà. Et je le dis en tant que porte-parole de l'APEL. Ouais. 10h. Il ne veut pas de nous. À 10h, le ministre de l'Intérieur se présente, mais avant même de prononcer ses premiers mots, il est interpellé par l'Alliance pour la transparence des élections législatives. Si nous voulons aller à des élections transparentes, il est important qu'on se dise dès aujourd'hui que ces mesures-là, on peut les rapporter. Si on ne peut pas les rapporter, ça ne sert plus à rien de venir ici discuter. On va discuter de quoi? Après un débat d'une vingtaine de minutes sur la question préjudicielle, les membres de l'ATEL quittent la salle, mais les échanges se poursuivent. L'objectif, en fait, c'est de trouver les consensus les plus forts possibles pour qu'on aille vers des élections les plus transparentes, les plus démocratiques. Des échanges qui ont porté sur le régime juridique des législatives. Le code électoral ne parle que de la révision et de la caution. Que faire? Et le Conseil constitutionnel a été très clair, c'est qu'en fait les dispositions de la Constitution sont
supérieures aux autres dispositions. C'est dans ce contexte que les arrêtés et les décrets que vous avez vus ont été pris. Sur le calendrier électoral, la commission va commencer à travailler le 24 septembre. Après, il y aura ce qu'on appelle un tirage au sort qui est prévu pour le 26. Selon le ministre de l'Intérieur, les conclusions de ces échanges avec les acteurs politiques et la société civile seront transmises au chef de l'État pour voir si éventuellement certaines décisions déjà prises pourraient être modifiées. Mamadou Kanté, à l'issue de la rencontre, le ministre de l'Intérieur a regretté la décision de l'Alliance pour la transparence des élections législatives de boycotter les discussions sur le processus électoral. De l'avis de Jean-Baptiste Tine, les membres de l'ATEL ne sont pas prêts à aller aux urnes. Il les invite néanmoins à rejoindre l'attelage politique avant qu'il ne soit trop tard. Je regrette simplement qu'une partie de ATEL, c'est un cadre politique qui vient d'être mis en place récemment. Une partie d'entre eux a préféré boycotter et partir après avoir tenté en vain de bloquer le processus. On ne peut pas aller à des discussions et présumer d'emblée de leur finalité. Ils semblent ne pas être prêts. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas prêts en tant que formation politique à affronter les urnes. Parce que je n'étais pas là aux dernières élections, mais je pense que pour beaucoup d'entités politiques, il y a eu une véritable débâcle électorale. Mais bon, ils ne se sont pas encore réorganisés. En tout cas, je les appelle à revenir à la table des discussions. C'est dommage, mais c'est un appel vraiment fraternel. Les organisations de la société civile non plus n'ont pas apprécié la manière dont les échanges se sont déroulés, même si elles sont restées dans la salle jusqu'à la fin. De l'avis de Moundiaï Sissé de l'ONG 3D et Djibril Nying de Gradec, les nouvelles autorités devaient au préalable se concerter avec les différents acteurs du processus électoral avant de prendre certains décrets et arrêtés concernant les élections législatives. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est tout sauf des concertations. C'est un monologue. Il faudrait que le ministère de l'Intérieur arrive à impliquer les acteurs politiques. Déjà, c'est une bonne chose qu'ils aient accepté de venir répondre à l'invitation du ministre. Ce qui reste, c'est de faire en sorte qu'ils se retrouvent autour d'une table, parce que ce dialogue-là, c'est avec les acteurs politiques. Sinon, rester et continuer à parler, à présenter le processus que nous connaissons déjà, ce n'est pas ça l'essentiel. Alors, j'estime aussi que les préoccupations de l'opposition sont légitimes. Parce que si le décret qui dissout l'Assemblée nationale est bien légal, parce qu'il a une base constitutionnelle, par contre, le décret convoquant le collège électoral est très problématique. Pour toutes ces raisons, il devait discuter en amont. Ces concertations sont à saluer, mais il y a toujours, avant la tenue d'élections, des concertations sur le système électoral ou le processus électoral, ce qui n'a pas été fait pour les législatives à venir. Et puis, éducation dans ce journal, le Conseil national du laïcat, CNL, dans un communiqué évoquant les conclusions de la réunion interministérielle sur la préparation de la rentrée scolaire 2024-2025, tenue le jeudi 19 septembre 2024 et présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko, invite le chef du gouvernement à faire montre de plus de respect et de considération à l'endroit de l'enseignement privé catholique basé sur les valeurs évangéliques. Le Conseil national du laïcat juge inopérantes les menaces formulées par le chef du gouvernement. L'Église est républicaine et en matière d'éducation et de formation, elle fonde son action sur la Constitution et son engagement à cet égard ne saurait être flétri par un arrêté précise. Le CNL, dans le communiqué signé par le docteur Philippe Abraham Biran-Tine, éducation toujours, les éducateurs et parents des enfants autistes neurotypiques ont exposé leurs difficultés aux nouvelles autorités. Ils sollicitent l'érection de centres spécialisés pour l'éducation et la prise en charge de ces enfants à besoins spéciaux dans la banlieue dakaroise. Ces doléances
ont été formulées en marge de la clôture de la première édition du patronat inclusif tenu à Jaxaay, compte rendu signé Bakary Cissé. Un camp de vacances inclusif où différents ateliers ont été menés pour permettre aux enfants en situation de handicap et normaux de bien s'épanouir utilement. Des enfants autistes et des enfants appelés neurotypiques qui ne sont pas handicapés. On a permis durant 21 jours à ces enfants de pouvoir s'épanouir, mais de pouvoir faire une interaction sociale avec leurs camarades du même sexe. Il y a eu des garçons, il y a eu des filles. Et vous savez, nous faisons la fête aujourd'hui. Mais en fait, les enfants, ils ont bien aimé. C'est leurs parents qui leur ont dit. Les éducateurs et les parents d'élèves ont lancé un plaidoyer à l'endroit des autorités pour l'érection de centres spécialisés dans la banlieue pour l'éducation de cette catégorie d'enfants. Parce que nous avons remarqué, c'est que ces enfants-là, à besoins éducatifs spéciaux, n'ont pas du tout de structure, d'encadrement au niveau de Jaxaay, au niveau même de la banlieue. Ça aussi, c'est un plaidoyer que nous souhaitons lancer au niveau auprès des autorités pour qu'ils puissent savoir qu'il y a un déficit vraiment de structure, de lieux d'encadrement, même de lieux de loisirs qui peuvent prendre en charge ces enfants. Parce que nous savons que c'est une zone très enclavée, vraiment, qui nécessite beaucoup de moyens. Donc pour transporter ces enfants. Ils ont également plaidé pour le soutien de ces enfants dans les métiers professionnels pour leur insertion dans la société. Et pour le reste de l'actualité, le maire de Pambal, Lazare Lamane Thiaw, a remis du matériel scolaire aux écoles de sa commune et des subventions aux 12 associations sportives et culturelles de la localité pour un montant global estimé à près de 13 millions de francs CFA. Il compte améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage dans les établissements scolaires de cette commune de la région de Thiès. Il faut l'éradiquer dans les stades, il faut l'éradiquer dans les rassemblements de jeunesse, il faut l'éradiquer partout où les jeunes se regroupent. Nous allons ce soir ou cet après-midi débuter le tournoi de la Coupe du Maire et il faut qu'on mette l'accent sur cette non-violence. Elle est fondamentale lorsque la jeunesse se regroupe. Elle est essentielle dans ces moments. Et c'est pour cela que nous avons insisté là-dessus pour que les jeunes prennent leurs responsabilités et sachent que véritablement ce qui se fait pour eux n'appartient qu'à eux. Et du coup, ils doivent se montrer responsables et ils doivent se montrer dignes de ce que nous sommes en train de faire pour eux. C'est pour cela que, en leur donnant les subventions, les équipements, on leur dit en même temps qu'il faut en prendre soin, mais aussi il faut éradiquer, il faut écarter la non-violence dans tout ce que vous faites en tant que jeune. Et place à l'actualité internationale sous forme de brève, une fusillade impliquant plusieurs personnes à Alabama, dans le sud des États-Unis, a fait au moins 4 morts et des dizaines de blessés, a annoncé la police ce dimanche 22 septembre. 3 adultes, 2 hommes et une femme ont été retrouvés sur le trottoir, mortellement blessés par balle, tandis qu'une 4e victime est décédée dans un hôpital local. Au total, des dizaines de personnes ont été touchées par des tirs, dont 4 se trouvent dans un état grave, d'après la même source. Et puis 30 personnes ont été tuées et plus de 20 autres portées disparues ce dimanche après l'explosion d'une mine de charbon dans l'est de l'Iran, provoquée par une fuite de méthane. Cette fuite a entraîné une explosion dans 2 blocs de la mine où se trouvaient alors 69 employés. Avant son départ pour l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le président Massoud Pezeshkian a présenté ses condoléances aux familles des victimes et ordonné l'ouverture d'une enquête. Et pour terminer, le front libano-israélien s'est embrasé ce dimanche avec des centaines de roquettes
tirés par le Hezbollah sur le nord d'Israël et des dizaines de raids aériens israéliens menés au Liban. 3 personnes ont été tuées depuis ce matin dans le sud du Liban et plusieurs autres ont été blessées. La coordonnatrice spéciale des Nations Unies au Liban a prévenu que la région est au bord d'une catastrophe imminente. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 14h pour le journal en Wolof. Bonne suite de programme sur la 7TV.